Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu des nouvelles abysses. Alors, ces nouvelles abysses, je m'en réjouissais parce que c'était donc le patch qui introduisait les loups qui appliquent la corrosion dans l'Overworld, sachant qu'il y avait déjà eu la corrosion donc à l'étage 11 dans le patch 2.1. Je me disais, super, on va avoir plus de corrosion, les healers vont enfin obtenir une place intéressante dans le jeu. Et en fait, ben non. Il n'y a aucune corrosion dans ces abysses. Donc c'est un peu dommage, mais on va voir plus précisément de quoi il en retourne. Mais d'abord, petite annonce, vu que c'est une vidéo relativement actualité, je pense que je peux le faire ici. Eh bien, samedi vers 20h si je ne me trompe, il y aura donc un live de SpitW et donc je suis invité parce que il va faire donc un rush Abyss. Il n'y a pas encore touché et donc je serai son conseiller pour l'étage 12. Donc j'espère vous y voir. Hein. Et donc maintenant on peut retourner à la vidéo. Donc, ici, les abysses 2.1. Qu'est-ce qu'on a Donc, on va, comme d'habitude, passer en revue chacun des étages. À noter que je vais peut-être lancer une nouvelle petite série où donc je ferai du gameplay et j'analyserai donc une vidéo de gameplay avec donc comment je m'en sors, mais uniquement pour les étages supérieurs, parce que pour les étages inférieurs, il suffit d'avoir une bonne team. Et encore une fois, ça ne change pas, hein, parce qu'on a donc ici beaucoup de petits mobs. Sucrose et Traveler Anemo font très bien le taf. Ici, Razor détruit complètement les ennemis. Il y a absolument rien qui résiste. Voilà, c'est de la sauce. Enfin, c'est extrêmement simple. Ici, idem Razor détruit, Sucrose et Anemo Traveler détruisent. Il y a franchement aucun problème. Ok, bon, 420 secondes, 23 minutes, ça va. Il suffit d'avoir des bons supports et ça passe crème. Idem ici, pas grand chose d'intéressant. À la limite, on peut juste noter le combo Burrito Shaman Dendro et Arbalétrier Pyro, qui rend la chose un peu difficile, mais sans grande importance. Et ok, il faut se préparer donc pour le 10-3, mais à part ça, c'est extrêmement facile. Ici, il suffit de mettre Chongyun et ici Chongyun et Aloy par exemple, tous les deux extrêmement faciles à avoir, en tout cas ce patch-ci. Et ici Pyro, allez-y, donc Bennett, Xiangling, ils sont déjà extrêmement forts, donc normalement vous devriez les avoir montés. Et si vous ne les avez pas montés, il y a de toute façon un nombre incroyable de personnages Pyro, donc je pense que vous avez largement de quoi faire. Pour l'étage 11, c'est là que ça commence à devenir un peu plus intéressant. Alors, on a déjà le boost très intéressant, pas très intéressant, mais très fort plutôt, qui est augmenter les dégâts pyro et hydro de 60%, comme si les personnages pyro avaient besoin d'un boost quel qu'il soit. Donc voilà, c'est juste pour overkill ça. Donc qu'est-ce qu'on a dans tout ça? On a rien de bien spécial ici, il suffit de bien gérer les shields, donc un cryo, un pyro, ça passe, ici un hydro, ça passe, idem, ici à la limite vous pouvez mettre un anémo pour un peu de crowd control, mais bon, de toute façon vous avez 300 secondes, donc c'est large, et plus que large même, donc voilà. Et enfin on arrive sur les côtés intéressants. On a donc l'hypostase hydro et l'hypostase pyro. Je pense que ce seront parmi les premiers donc pour lesquels je ferai une vidéo gameplay avec juste des 4 étoiles et le voyageur, et à la limite Aloy, mais Aloy je ne l'ai pas encore monté, donc on va dire que des 4 étoiles et le voyageur. Donc ça reste relativement simple. Ici on met Barbara, Shingshu, on peut rajouter un Razor si on veut.
et à la limite une sucrose. Ici, on peut, ici c'est complètement free pour Xiangling. Xiangling complètement, annihile complètement l'hypostase hydro dans ses phases de vulnérabilité. Donc c'est extrêmement simple pour Xiangling de battre ça. Avec Bennett pour la recharge, ça passe crème. On peut rajouter une Fischl pour avoir des électrocutions et surcharge. Et franchement, avec ça, ça clear très 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 facilement. Donc c'est pour ça, faut avoir les bonnes compositions d'équipe, mais à part ça, enfin, Xingshu, comme j'ai dit, Xingshu et Xiangling, c'est littéralement ces deux-là battent l'étage à eux seuls. À la limite ici, on peut rajouter Barbara pour le shield, pour le casser plus vite, mais à part ça, c'est extrêmement simple. La seule difficulté, la seule vraie difficulté, c'est donc niveau gameplay, et pour le gameplay, comme j'ai dit, je ferai une vidéo à part. Et puis maintenant on va partir sur la partie vraiment difficile. Et dans les faits, elle n'est pas si difficile que ça comparée à d'autres abysses. Je m'explique. La salle 1, ça, vous avez un personnage Anemo, c'est complètement free. Les Nobushi et donc vous avez un de chaque qui apparaît au début, ils sont tous groupés, c'est-à-dire qu'avec Venti vous faites un ulti de Venti, un E, ils sont tous dans le tourbillon. C'est fini. Sucrose, un E, ils sont tous dans les airs. Il y a c'est vraiment pas compliqué dès que vous avez un Anemo qui a du crowd control de débloquer. Même Jean peut faire des dégâts énormes parce qu'en fait quand elle utilise son E chargé, eh bien elle peut envoyer donc tous ses ennemis-ci dans les airs, et en fait si on les lance avec la plus haute hauteur, eh bien ils vont prendre comme des dégâts de chute 10 000 il me semble. Donc mais même peut-être plus, enfin j'ai de tête 10 000, mais ils vont prendre des gros dégâts, et donc dans les faits, même une jean avec un stuff moyen fait extrêmement mal. C'était Tachi. Sans compter donc Venti qui roule littéralement sur cet étage. Donc, j'ajoute même souvent enfin j'aime bien aussi ajouter Barbara ici parce que vu qu'ils ont un shield pyro, ben Barbara le brise et ben Venti a les dégâts maximum. Pour sûr, le Hydro a l'effet avec dispersion qu'il ne tape qu'une fois au lieu de faire une AOE, mais il ne tape qu'un ennemi au lieu de faire une AOE, mais disons que de toute façon on va plus vouloir jouer Venti en sub DPS que en EM. En tout cas, c'est mon cas, parce que je ne joue pas en compo électrocution. Pour ici, c'est également extrêmement simple. Xiangling roule complètement sur cet étage. À la limite, vous pouvez rajouter une Kokomi, une Barbara ou que sais-je pour appliquer Hydro sur le Géozor. Et c'est fini. Pratiquement, il n'y a rien d'autre à faire. Ils vont tous tomber comme des mouches. Donc voilà. Sinon, il y a aussi les électros qui marchent très bien aussi contre cet étage-ci. Franchement, tant que vous n'utilisez pas un Hydro, ça passe crème. Les Anémos ont un peu de mal, mais bon, voilà, c'est pas le pire. Ensuite, donc, on passe à l'étage 12, salle 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a la sacro-sainte lame Oni. Un truc que j'ai affronté tellement de fois que je connaissais pattern par cœur. Alors, ce truc, quand on connaît ces patterns et qu'on connaît justement comment l'affronter, c'est extrêmement simple. Enfin, un peu comme tous les mobs de ce jeu. Mais la lame Oni en particulier, eh bien, il suffit d'avoir un DPS constant. Donc, je déconseille personnellement les groupes de burst DPS ou de dot comme les Anémos, parce que donc il n'y a qu'un ennemi, il peut s'enfuir, enfin s'en aller de l'AOE, et donc c'est mieux d'avoir un personnage qui fait des dégâts constants, hein, donc un main DPS, un hyper carry, appelez-le comme vous voulez, mais donc avec que ce soit Razor, Diluc ou
qui que vous vouliez. D'ailleurs j'ai fait cet étage-ci, enfin cette fois-ci avec mon Diluc, et en fait je pensais avoir fait des mauvais temps parce que j'avais environ 2 minutes au compteur, un truc du genre, et en fait la seconde partie était tellement simple, avec donc Venti et Kazuha, parce que je joue beaucoup d'animo, que j'ai fini cette partie-ci en 40 secondes. Donc, si vous avez des anémos, la lamonie n'est pas censée être un problème. D'ailleurs, je préfère utiliser Razor. Alors, pourquoi ça c'est un truc très intéressant, c'est que en fait Razor est plus constant, a une constance supplémentaire par rapport à Diluc. Pourquoi? Parce que Diluc, il va faire 3 E pendant sa rotation de 10 secondes. Donc, comme j'ai dit, sa rotation dure 10 secondes. On a 3 E, donc ça fait 40 000 par E, on va dire, pour un Diluc moyen free-to-play, avec boost et tout. Et puis, après, on aura des dégâts entre 10, 15 000 quand ce sera en crit, et on peut chercher des 30k quand il y a une évaporation. Et là, on se rend compte qu'il va y avoir quoi, 2-3 évaporations sur le cycle, donc d'attaque normale, et 3 E, donc ça fait 120 000 plus, je sais pas, on va rajouter un autre 120 000 comme ça, voilà, 240 000, sauf que Razor, lui, il va taper du 20k en continu, du 15-20k en continu. Et donc, sachant qu'il tape plus vite, eh bien Razor aura, pour ce qui est de la constance, un DPS plus constant que Diluc. Surtout parce que Diluc, ces chiffres-là, il faut switch sur Sucrose, sur Bennett, etc. Et Refresh, l'aura hydro donc de Xingqiu. Certes, ils font des dégâts aussi, mais si vous n'avez pas parfaitement monté ces supports-là aussi, eh bien, il va faire beaucoup moins de dégâts. Enfin, ils vont faire beaucoup moins de dégâts, pardon. Donc c'est pour ça que moi je préfère Razor. Je trouve que c'est un personnage peut-être pas plus simple à utiliser, mais plus sûr que Diluc, parce que s'il y a un problème dans la rotation avec Diluc, on perd énormément. Avec Razor, on perd beaucoup moins, dû justement à la constance des dégâts physiques. Et bon, pour la seconde moitié, comme j'ai dit, c'est extrêmement simple avec les anémos, Venti plus Sucrose, Sucrose plus Kazuha, peu importe, c'est extrêmement simple, peu importe comment on le tourne avec des anémos. Ici vous avez des compos comme la team internationale, donc Tartar Gaming, Kazuha et Bennett, c'est encore plus simple. Donc franchement, il n'y a aucun problème, même s'ils sont en 2 vagues, ça se fait très simplement. Le vrai seul défi, c'est l'âme Oni, et comme j'ai dit, son gros point fort c'est sa KPV, à la limite les coups qui sortent d'un peu nulle part et qui laguent un peu. En tout cas, c'est mon cas. Bon, c'est peut-être une excuse, mais en tout cas, moi j'avais vraiment ce ressenti que parfois ça laguait un peu. Et enfin, on arrive sur cette salle-ci, la salle 12-3. Ah, celle-ci, elle m'aura fait suer. Pourquoi? C'est très simple. C'est 2 vagues pour chaque salle. C'est-à-dire que dans la majorité des autres floors, il n'y avait qu'une seule vague. Enfin, non, des abysses précédents plutôt, il n'y avait qu'une seule vague. C'est-à-dire que les ennemis les plus durs, on avait ce groupe d'ennemis et une fois qu'on les avait bien positionnés, on pouvait les combos et DPS au maximum. Là, c'est plus la même. Il faut recommencer plusieurs fois le positionnement. Et justement, c'est ce qui rend ces abysses extrêmement durs. C'est que vous pouvez très bien réussir extrêmement bien la première vague, sauf qu'il y en a 4 au total. Et oui, donc il a fallu que j'invente pas mal de tactiques. Alors, comme j'ai dit, je ferai sûrement des vidéos gameplay. Mais donc pour les vidéos gameplay, ça, la 12.3, je préférerais la faire pendant la prochaine mise à jour, enfin pendant le prochain reboot des abysses, pour la simple et bonne raison que j'ai essayé 400 fois avant d'arriver
à faire, donc à avoir les 3 minutes requises. Alors maintenant j'ai compris le truc, hein, donc ça devrait me prendre quoi, maximum 50 essais, même pas, 20 essais, oui, possible. Parce que donc j'ai le truc, parce que beaucoup d'essais que j'ai fait, c'était des compositions d'équipe, les attributs de chaque équipe dans telle ou telle situation, dans la première ou la seconde partie, etc., etc. Et donc celle-ci devrait être beaucoup plus simple, et donc je laisse cette vidéo là pour le prochain Reset Abyss. Mais pour la faire courte, en première partie, j'avais donc utilisé, allez, je vais y arriver, Kokomi, Fischl, Beidou et Sucrose. Pourquoi cette équipe? Parce que c'est une équipe électrocution. C'est une équipe qui se base beaucoup sur le packing des ennemis, sur un maximum, sur le fait de propager un maximum l'électrocution, avec Sucrose qui passe de l'EM pour faire un maximum de dégâts avec électrocution. Et donc j'avais vraiment cette idée avec cette rotation de donc Sucrose into Beidou, into Fischl, into Kokomi qui DPS. Et cette équipe fonctionne, à la base je l'avais dans la seconde partie, mais je me suis rendu compte que vu comment les mobs étaient agencés, eh bien ça pourrait être juste plus intéressant de l'avoir donc en première partie, et j'ai eu raison puisque c'est ce changement qui m'a permis de réussir. Alors si on regarde plus en détail le positionnement, eh bien donc on a donc si on veut un peu se mettre on va utiliser le portail des abysses pour donner une image, on va dire. Donc on avait donc un ennemi à droite, un ennemi à gauche, donc un serpent à droite, un serpent à gauche, et le chasseur des ruines en haut. Donc là, il faut directement donc du centre courir vers le premier serpent, enfin le serpent de droite ou le serpent de gauche, vous pouvez choisir. Et à ce moment-là, il va y avoir le second serpent qui va se TP. S'il ne se TP pas, eh bien, enfin s'il ne va pas sous le sol pour se remettre près de vous, il reset directement. C'est pas la peine de continuer sans ça. Donc une fois que s'il te plaît. Donc une fois que les 3 mobs sont arrivés, parce que le chasseur des ruines va directement venir, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc une fois que les 3 mobs sont packés là, on go directement, on DPS avec la rotation que j'ai dit. D'ailleurs, si vous voulez les rotations par écrit, il y a ma page OyoLab que je mettrai donc dans la description, comme ça vous pourrez aller voir mon post avec donc la rotation exacte. Et donc une fois qu'on a tapé, une fois qu'on a enchaîné cela, donc normalement ça se fait en une rotation et demie environ. Et une fois qu'on a fait cela, eh bien il va y avoir les 3 autres qui vont apparaître ici. Donc il y a 2 snipers qui vont apparaître de part et d'autre, et au milieu un robot normal. Donc là l'idée c'est d'aller vers un des 2 snipers et de l'obliger à faire donc la boule d'énergie devant lui pour qu'il dash vers l'arrière. Et là, il va, si on se met dans l'alignement, eh bien, il va se mettre à côté du second sniper. À ce moment-là, il faut envoyer toute la rotation en se mettant près de celui qui a dashé, parce qu'il va avoir un cooldown sur son dash. À ce moment-là, donc il faut envoyer toute la rotation. Normalement, le gardien des ruines va venir lui aussi. Donc on aura les 3, et là l'électrocution va faire le plus de dégâts possible. Et normalement c'est comme ça qu'on bat donc cette partie-là. Alors mon meilleur temps c'était 1 minute 20 avec donc cette team, mais pour mon essai qui m'a permis de gagner, je l'ai fait en 1 minute 40. Donc maintenant on va aller voir pour la seconde partie. On va donc retourner ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a un gardien des ruines, encore une fois 2 snipers, et les tanks. Donc ce truc-là, le colosse. Donc si on retourne sur notre tableau, au début,
Donc il y a plus ou moins le même setup, un sniper et le gardien des ruines. Alors, moi ce que je fais c'est exactement le même départ, je vais me mettre du côté du premier sniper. Alors là je vais taper à l'arc, parce qu'en fait l'arc peut permettre de stun les snipers si il y a la boule d'énergie devant eux. Et à ce moment-là, soit il est stun, soit il dash en arrière. Si il est stun, très bien, je lance le combo. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de la team parce que j'utilise donc une double Pyro, double Anemo avec Venti, Kazuha, Xiangling, Bennett. Voilà, comme ça, je l'ai dit. Et donc, soit je lance le combo directement là-dessus, s'il est à terre, soit il va dasher vers le second sniper, et donc là, on peut directement combo à ce moment-là. Pour le combo, comme je disais, mon combo c'est de lancer l'ulti de Venti d'abord, E de Venti, puis je lance l'ulti de Bennett, il faut se rapprocher plus au corps à corps, puis E de Bennett into ulti de Kazuha, E Kazuha, donc pour avoir le boost de Bennett. Venti ne marche pas très bien avec Bennett pour ce genre de truc parce que il faut connaître très bien le positionnement des ennemis quand on fait donc l'ulti avec Venti. Et Bennett, la zone de Bennett n'a pas cette flexibilité pour permettre donc à Venti de lancer son ulti et puis au reste de l'équipe d'avoir le boost de l'ulti de Bennett en même temps que Venti l'a eu. Donc voilà, c'est petite note. Mais donc après il suffit de faire ulti Kazuha, etc. parce que Kazuha va booster avec son éveil en EM et son talent Xiangling, et donc Xiangling va lancer sa pyrotation qui fera donc entre 11 et 15k sans évap. A noter que ça peut monter plus haut parce que Max Xiangling n'a pas le meilleur stuff du monde, donc voilà, cette petite note pourrait sûrement monter à 20k sans évaporation, ce qui est pas mal pour chaque tic d'ulti. Et donc une fois que vous aurez tout paquet de ce côté là, vous faites le plus de DPS possible comme j'ai dit, comme ça, puis après on alterne entre E de Venti et de Kazuha et E de Bennett, toujours pour réappliquer Pyro, et en gros normalement vous devriez arriver à bout de ces ennemis là relativement facilement. Ensuite il ne restera plus que entre 40 et 20 secondes pour finir les 3 qui apparaîtront, donc 2 tanks et un colosse. Alors moi j'aime bien ouvrir soit avec l'ulti de Venti comme dit précédemment, soit je lance directement la zone de Bennett, l'ulti de Kazuha et l'ulti Xiangling, et puis je me déplace avec Venti pour son ulti. Il y a le choix, les deux sont des options valables, mais vu que les ennemis à cet endroit-là sont très peu mobiles, eh bien ça donne beaucoup de place pour les combos, et franchement je pense que c'est les plus simples à battre, même s'ils ont plus de résistance. Donc voilà, ça c'est un peu mon guide sur comment faire pour les battre. Enfin, c'est pas vraiment un guide parce que comme j'ai dit, je préférais faire la vidéo gameplay pour la prochaine rotation d'Abyss. Mais c'est pour donner une idée de donc comment on fait. Donc voilà, c'est mon overview des abysses. Alors, si je devais ranker la difficulté de ces abysses, enfin si je devais plutôt donner une évaluation de ces abysses, eh bien je dirais que dans un sens, dans l'ensemble, elles ne sont pas si dures, mais pour par exemple la salle 3 de l'étage 11 et l'étage 12, eh bien il faut un peu plus de skill, un peu plus de connaissance des patterns, parce que par exemple l'hypostasie Hydro a des patterns, j'y arrive, très particuliers, comme la pyro d'ailleurs, et qu'il faut connaître parce qu'on ne peut pas juste bêtement rouler dessus, à part si votre nom est Utao, dans ce cas-là oui, mais sinon il faut bien gérer les temps de pyrotation, etc. Et pour le 12-3, bah, c'était purement une horreur, dû justement à ce fait qu'il fallait beaucoup d'AOE, mais que les ennemis étaient bien bulky. Du coup, on n'avait pas droit à... Enfin, il fallait de l'AOE, mais du DPS en même temps. Donc, il fallait bien choisir. À la fin, ça a marché pour moi. Mais les vagues, pour moi, c'est ce qui a... C'était vraiment le plus dur. Parce que ces vagues, donc le fait qu'il y ait 4 vagues sur la dernière partie,
ça donnait un rôle beaucoup plus important à l'aléatoire. Certains pourront dire au skill, ce qui n'est pas forcément faux, mais il est vrai que l'aléatoire joue quand même une bonne partie, joue quand même pas mal dans ce dernier étage des abysses. Donc je pense que j'ai tout dit, oui. Bon. Dans les faits, ces abysses, donc comme j'ai dit, ne sont pas plus dures dans l'ensemble, elles sont juste plus demandantes pour le perfect, ce qui n'est pas spécialement une mauvaise chose, vu que si des free-to-play peuvent facilement avoir 2/3 des récompenses, pour moi c'est excellent. Je ne dirai pas plus parce qu'il ne faut pas que les abysses soient un truc trop simple, hein. Il faut que ce soit faisable pour les free-to-play qui s'en donnent l'objectif. Et c'est le cas, vu que je l'ai fait. Mais c'est clairement pas quelque chose de simple au dernier étage. À part si vous avez complètement maxé un personnage, un main DPS craqué. Oui, parce que moi j'ai maxé Venti, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un main DPS craqué. Donc voilà. J'espère que ma review de ces abysses vous aura plu, qu'elle vous aura au moins orienté pour ce qu'il faut utiliser. J'ai beaucoup parlé de Venti, d'Anemo parce que c'est mon principal playstyle, mais comme j'ai dit, il y a des endroits où ils sont vraiment forts, où le contrôle de zone des Anemo est juste incroyable. Mais c'est toujours possible de faire avec des main DPS normaux, tant qu'ils sont assez investis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver samedi sur le live de SpeedW. Je pourrais donner des conseils au chat si vous en lancez. Donc si vous avez besoin, vous pouvez toujours demander des conseils dans le chat. Je suis sûr que je ne serai pas le seul à répondre. Donc même si moi je serai en audio, je suis sûr que dans le chat il y aura déjà des gens qui vous répondront. Parce que même si la communauté de SpeedW sur Twitch est relativement petite, je suis sûr pour les 2 premiers streams, elle est déjà énorme, mais même si elle est relativement petite, je suis sûr que vous trouverez donc de l'aide là-bas. Et donc voilà, c'est tout pour moi, et j'espère que vous aurez aimé, et je vous dis à la prochaine.